De retour au Pâté Palace pour continuer à regarder d'un peu plus près les questions de santé et notamment cette question que vous connaissez probablement, celle du One Health. Comment aller plus vite. Pour ceux qui le savent et qui ont suivi l'actualité, il y a eu un sommet One Health qui s'est tenu il y a une semaine à Lyon. Et ce concept finalement d'une seule santé, il peut paraître nouveau, mais il a été remis véritablement au goût du jour après la pandémie de Covid-19 qui a mis le monde entier à l'arrêt. Cet épisode est en quelque sorte venu réveiller ce que pourtant nous savions déjà, mais que nous avions peut-être un petit peu oublié, à savoir la santé des personnes, des animaux, des végétaux, des écosystèmes est intrinsèquement liée. D'illustres chercheurs, à commencer peut-être par Pasteur, pour ne citer que lui, l'avait compris et documenté aussi par le passé. Des maladies comme le H1N1, le SRAS, la dengue ou même Ebola viennent régulièrement nous rappeler qu'il serait probablement très inconscient de notre part de l'oublier. Au-delà de la prise de conscience, il est nécessaire d'agir et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Les pays qui étaient à Lyon mardi dernier l'ont compris. Ils ont émis des recommandations pour renforcer la coopération mondiale. Mais comment peut-on agir maintenant, au-delà des mots, et surtout accélérer? C'est la question que je vais poser à mes trois invités. Avec nous, Alcécile Violent, bonjour, députée de Haute-Savoie et présidente du groupe Santé Environnement. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Marc Prikaski, bonjour, président directeur général de Seva Santé Animale, et également avec nous Anne-Françoise Berton, directrice du développement scientifique de l'ANSES. J'ai cité Pasteur et ça n'est pas vraiment par hasard, vous vous en doutez, parce qu'à l'époque, cette conscience d'une vision globale de la santé, elle existait, me semble-t-il. On regardait le microbe, la maladie, ses effets, c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Vous me regardez, merci. Il se trouve qu'effectivement, je suis vétérinaire et pasteurienne, donc je suis passée par cette noble maison et que tout le monde sait que Pasteur s'intéressait à l'antigénération spontanée, à savoir que c'est pas parce qu'on tombe malade que le microbe est apparu spontanément, mais c'est parce qu'il était présent et qu'il était présent dans la vigne, dans le vin, qu'il était présent pour la rage chez l'animal et puis ensuite chez l'homme. Et donc aujourd'hui, on peut dire que le microbe, que ce soit le micro-organisme, que ce soit le pathogène chimique, parce qu'on reviendra sur le fait que le One Health, ce n'est pas que de la microbiologie et de l'infectiologie, hein, c'est aussi des maladies chroniques qui sont liées à des molécules et des imprégnations chimiques cumulées qu'on trouve dans l'air, dans l'eau, dans la poussière, dans le sol, mais bien sûr également dans les aliments dans l'alimentation, dans bien sûr l'alimentation d'origine animale, mais aussi végétale. Et que pour ce faire, il faut considérer qu'on a comme bon exemple l'eau qui par son cycle traverse tout, le sol, le végétal, l'animal, l'humain, et bien sûr vient de nouveau avec les métabolites dans les circuits d'élimination apporter un certain nombre de pathogènes. Cette conscience-là, elle est encore très vivace chez les vétérinaires. Elle est peut-être un peu moins en santé humaine, si j'ose dire, Marc Prikaski. Oui, c'est une évidence. Nous, je dis souvent, on fait de la médecine de guerre. C'est-à-dire qu'on cherche à sauver le plus grand nombre, et donc on fait de l'épidémio. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, en médecine humaine, on fait de la médecine de plus en plus individualisée, alors que tout est lié. Donc imaginez traiter une maladie sans nécessairement comprendre l'étiologie, parce qu'il y a toujours un certain nombre de facteurs qui interviennent. Je pense qu'on est toujours là comme un pompier. Alors parfois des pompiers extrêmement précis, extrêmement efficaces, mais on ne prend pas la problématique dans son ensemble. Alors nous, on le voit bien. On regarde les symptômes plutôt que de chercher les racines du mal. Oui, et puis on a des médecins de plus en plus spécialisés, alors que globalement, l'ensemble même des symptômes et des problématiques sur un individu sont liés. Donc tant qu'on n'a pas trouvé fondamentalement l'étiologie, les facteurs favorisants, et on sait que beaucoup de choses sont multifactorielles, on a du mal. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans ce contexte actuel, on aura du mal à gérer toutes ces maladies, puisqu'il faut le rappeler, 70% des nouvelles infections sur l'homme sont d'origine animale. Alors, l'animal domestique, évidemment, mais les 2/3 sont issus de la faune sauvage, animal domestique, homme. Donc, essayer simplement de traiter l'homme sur on l'a vu tout à l'heure, développer un vaccin, une phase 3, ça coûte plus d'1 milliard. Comment on va faire pour développer plus de 10 ans, 15 ans? Comment on va faire pour réagir dans un monde où tout s'accélère,
où de plus en plus de personnes mettent en doute la vaccination, comment on va faire pour gérer ces problèmes? C'est très simple, ça coûte 25 fois moins cher. Globalement, il faut s'occuper des animaux. Anne-Cécile Violent, je voudrais vous faire réagir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, cette conscience qu'on avait, on l'a un peu oubliée. Poussé par le progrès, finalement, on a sectorisé, on s'est spécialisé de plus en plus et on a oublié peut-être qu'il fallait regarder les racines de la problématique. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bien sûr, on a certainement perdu effectivement les racines, mais je crois que surtout on a été trop sur du court terme. Enfin, c'est aussi le pont avec la fin de la table ronde de dernière. Aujourd'hui, il est urgent justement de pouvoir regarder cela de plus près et de pouvoir se projeter. On a vraiment été sur, me semble-t-il, de la vision à très court terme. Et ce qu'on vit aujourd'hui, on avait les moyens quand même de pouvoir, en tout cas, envisager certains points s'agissant on va dire, de la santé environnementale au sens large et du One Health encore plus. Donc, il y a vraiment, effectivement, la concrétisation, là, dans les différentes crises qu'on peut vivre et les différentes crises sanitaires, cette évidence-là. Vous avez cité un chiffre et je voudrais qu'on y revienne. Vous avez parlé effectivement du lien entre les animaux et les maladies qui apparaissent chez l'homme. On voit que la main de l'homme, elle n'est pas neutre non plus dans la réapparition de certaines maladies, quand il y a déforestation par exemple. C'est aussi ça finalement qui nous permet de revoir notre copie, de nous dire attention, on est en train de faire fausse route sur certains chemins qu'on peut emprunter. En tout cas, l'homme est devenu le prédateur hyper dominant. Et donc, tout est équilibre. Hein. La vie est équilibre. Nous, on est des biologistes. Tout est équilibre. Donc, à partir du moment où on intervient sur un équilibre, ça va changer les choses. Et effectivement, quand on intervient sur les écosystèmes, quand on rapproche la faune sauvage, alors ça peut être parce qu'on va faire de la déforestation, quand on approche la faune sauvage de la faune domestique, vous voyez, le virus circule. Et puis, à un moment, c'est une question de probabilité, il y a un passage de barrière d'espèces. Et puis, etc. On l'a vu avec la grippe aviaire, qui est passée aux États-Unis sur les ruminants. Donc, on a une obligation. Et puis, le corollaire, c'est que comme on a laissé ce virus circuler, il est parti en Antarctique. Et en Antarctique, en termes de biodiversité, c'est la catastrophe. Les manchots royaux, 95% des petits sont décimés, les lions de mer, etc. Donc, oui, tout est lié. Mais nous, encore une fois, vétérinaires, on a une vision d'épidémiologue. On est d'abord dans la gestion du grand nombre, donc on les sent, ces choses-là, on les voit. Les gens sont souvent étonnés que je fasse le lien entre ce qui se passe en Antarctique, mais bien sûr. Et on le voit d'ailleurs avec des oiseaux qui circulent et qui vont faire passer ce virus, très probablement qui est un des gros sujets. On est passé sur l'île Crozet, mais probablement passer après de nouveau en Australie et remonter peut-être sur le reste de l'Asie. Anne-Françoise Berton, on a oublié tout ça, ou en tout cas on a mis un peu l'été noir dessus. Et pourtant, quand on veut soigner, quand on veut mieux soigner l'homme, il faut avoir conscience qu'il faut aussi penser à l'animal, au végétal, aux écosystèmes. Vous l'avez dit, à l'air, à l'eau. Tout est lié parce que ce qu'on mange va être alimenté, va pousser grâce à l'eau. Si l'eau est contaminée, il va y avoir des traces. Ces choses-là, on les a oubliées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne dirais pas qu'on les a oubliés, mais on a quand même des problèmes de riches. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays dans lequel on a beau dire, et on l'a dit dans les tables rondes précédentes, qu'il y avait urgence à agir. Néanmoins, on n'est pas encore complètement au pied du mur, puisqu'on continue à avoir une vision très silotée. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé la semaine dernière à Lyon pour le sommet One Health, en disant qu'il ne fallait pas casser les silos, il fallait simplement créer des ponts pour éviter d'avoir des exercices de priorisation stratégique qui se font les uns à côté des autres. Donc là, le ministère de la Santé va à juste titre privilégier un investissement, celui de l'agriculture un autre, celui de l'écologie encore un autre. Et nous, ce qu'on pense à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, que je vais rebaptiser l'Agence Tourisme, étant donné les tables rondes précédentes, c'est qu'on est à l'ère de la donnée aujourd'hui. On a une opportunité à saisir. L'agence, depuis 1 an, héberge le Green Data for Health, c'est-à-dire un hub d'intermédiation des données d'origine humaine
animales, environnementales. Aujourd'hui, on n'a pas encore les données animales, mais on y travaille parce qu'on voit bien que les corrélations entre ces données peuvent démontrer une causalité à l'échelle d'un territoire et peuvent permettre d'anticiper, de convaincre de la nécessité d'agir et justement de faire du One Health en pratique. Ouais, je voudrais vous entendre là-dessus, Anne-Cécile, parce que je vous voyais opiner du chef. C'est exactement ce que vous dites aussi, hein. Il faut désiloter, il faut créer ces ponts, il faut aller travailler les uns avec les autres parce qu'on apprend les uns des autres. Et les problématiques de l'agriculture peuvent être celles du ministère de la Santé demain et inversement. Comment on fait? Parce que le dire, c'est bien, le faire, ce serait mieux. Et pour l'instant, force est de constater qu'on n'y est pas, ou pas encore. Non, on n'y est pas encore, on n'y est pas du tout. Mon expérience du groupe Santé-Environnement, justement, mon premier rapport d'étonnement, c'était le manque de transversalité totale. Il y a tellement de gens extraordinaires qui travaillent sur ces sujets, parfois qui travaillent sur des sujets identiques, mais qui ne se connaissent même pas. Donc, on a vraiment, que ce soit au niveau des associations, au niveau des chercheurs, au niveau même du monde économique, des spécialistes de la santé animale, végétale et humaine, mais l'impression et la réalité que chacun travaille dans son côté. Moi, j'ai découvert le travail des vétérinaires, justement, grâce au groupe Santé-Environnement. Moi, je connaissais le vétérinaire quand j'amenais mon chat, mon chien. Là, ils font un travail extraordinaire, justement, notamment de recherche et évidemment de prise en charge. Mais on a vraiment une nécessité de transversalité. Et à un moment donné, c'est un petit peu un appel à la cohérence. On fait un sommet One Health, donc approche intégrée de toutes les santé, de tous les vivants. Ben, il serait bien qu'on le fasse aussi dans nos approches ministérielles. Aujourd'hui, le groupe santé-environnement il est sous la tutelle de la santé, de la transition écologique et un peu de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire. Mais en réalité, il s'agit de 15 ministères, il s'agit de 30 directions. Ils ne bossent pas ensemble. C'est une réalité. Donc, c'est vraiment l'occasion de ce sommet de dire, écoutez, le président a souhaité faire ça, et ça c'est génial, mais maintenant on va peut-être essayer de le mettre en application et que ce ne soit pas juste joli sur le tableau, quoi. Oui, parce que c'est ça le vrai sujet, hein. Moi, j'ai regardé un petit peu ce qui était ressorti de ce sommet. J'étais assez étonnée parce qu'il y a beaucoup de déclarations d'intention. Il y a aussi 46 ou 47, je ne sais plus, recommandations, donc 47 recommandations, mais je n'ai pas vu d'action concrète. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut, parmi ces 46 recommandations, aller chercher quelques priorités, je dis bien quelques priorités, et commencer à agir, à avancer? Alors, je me permets de réagir tout de suite parce que j'étais dans la préparation et de la conférence scientifique du 6 et du sommet du 7 sur en particulier le groupe partage des données et le groupe gouvernance. Et de façon concrète, un des livrables qui a été annoncé par le président de la République, c'est la déclaration d'intention sur le partage des données à l'international. On voit bien qu'en soi, par rapport à ce qui a été dit dans la table ronde d'avant sur le fait que les États-Unis monnayaient les données contre services, on a vraiment une opportunité maintenant à saisir au niveau européen et pas au niveau français. Donc il faut être agile, il faut savoir travailler à plusieurs, mais ça nécessite des financements. Et ces financements n'ont pas été abordés pour les raisons qu'on connaît, mais néanmoins, puisque nous sommes petits, soyons agiles. Et donc, l'ANSES est partenaire notamment de la One Sustainable Health Foundation, qui a tenu des événements satellites le 7 et le 8 en marge du sommet, pour réfléchir à comment construire un programme flagship européen qui irait chercher des millions justement pour financer l'accès à ces données-là avec des projets pilotes territoriaux qu'on appellerait Building Earth's Future on One Health. Et également, nous avons travaillé sur la détermination de standards communs à partager avec l'AFNOR pour que tout le monde raccroche ces initiatives au développement durable, à la gestion de la norme biodiversité, pour donner de la cohérence. Donc ça, c'est la partie pratico-pratique, je dirais, post-sommet. Mais on n'est qu'au début et il faut qu'on aille chercher des financements. Alors ça m'intéresse, ce côté pratico-pratique, et je pense que ça parle à Marc Frikaski parce que vous avez parlé d'être agile, et je pense que chez les vétérinaires, effectivement, c'est une donnée essentielle. Vous dites, je crois, vous, Marc, la bonne approche, finalement, c'est l'approche de territoire, hein. Alors, quel est le territoire à définir? Est-ce que c'est le territoire européen? Mais c'est cette proximité qui fait que on va faire un POC, finalement, comme en économie, et on va prouver que ça fonctionne. Vous avez, comme toujours, plusieurs
plusieurs loupes à prendre en compte. D'abord, vous avez des grandes maladies que l'on sait éradiquer. Hein. On en a éradiqué 2, la variole et la peste bovine. Qu'on sait éradiquer parce que le réservoir est assez limité, la rage. Elle tue 60 000 personnes, surtout les enfants. En gros, un programme sur 10 ans pour éradiquer cette maladie, 60 000 morts, ça coûte 500 millions. On l'a éradiquée ici, mais elle revient. On l'a éradiquée ici parce qu'elle était portée et transmise par le renard. On a développé des vaccins oraux. Et puis maintenant, on ne les vaccine plus parce qu'on a complètement éradiqué la maladie. Il y a des zones géographiques importantes, l'Asie, l'Afrique. Et on a encore quelques cas de gens qui rentrent d'Afrique. On sait que quand la maladie, les symptômes apparaissent, elle est mortelle à 100% des cas, dans 100% des cas. Et donc, on a développé, par exemple, nous, un vaccin spécifique qui permet de vacciner là aussi les chiens errants, parce que dans la plupart des territoires, ce sont les chiens errants qui transmettent. Voilà. Soit on est des cas concrets mondiaux, on peut le faire. Alors qu'aujourd'hui, on vaccine à peu près 15 millions de personnes dont on pense qu'elles ont été contaminées. Mais on voit bien que ce vaccin, l'accès au vaccin, il y a encore 60 000 morts, il est très limité, notamment dans les pays les plus pauvres. Donc on peut faire. Cette maladie coûte 9 milliards aujourd'hui. 9 milliards, 500 millions par an, on éradique. Vous voyez, donc il y a des choses comme ça. Pour moi, je suis veto, pied dans les bottes, vous voyez. On peut faire. Et ça a été mon message sommaire. On peut faire plein de comités, plein de structures, mais on peut avancer aussi et prendre des décisions. Et puis, il y a aussi des maladies plus locales dans nos pays qui sont souvent, parce qu'on a aussi éliminé des maladies qui étaient terribles comme la brucellose, ça passe toujours d'abord par de la vaccination animale. Après, on réduit la vaccination animale et on fait la surveillance des animaux pour voir ceux qui sont positifs, on les élimine. Et après, on éradique complètement. Donc, il y a aussi des approches, pour moi, de maladies plus sournoises, qui demandent un diagnostic, mais dont on sait qu'elles ont un impact extrêmement important. Je pense à une maladie qui est associée à une bactérie particulière, Coxella, qui donne des problèmes cardiaques, dont on sait, dans les pays du sud de l'Europe, ça coûte en gros 40 000 € par an par patient qui est suivi. Voilà. Alors que de la vaccination des animaux, ça coûterait quasiment rien, c'est un rapport de 1 à 25. Donc je dis simplement, prenons les cas concrètement, faisons des diagnostics précis, évaluons et décidons. La grande difficulté, c'est qu'effectivement, vous allez demander à l'éleveur de vacciner alors qu'il n'en voit pas l'intérêt. Et on sait tous que les éleveurs, pour beaucoup, ne gagnent que très mal leur vie. Ce n'est pas à eux de financer. C'est au ministère de la Santé, voire du tourisme. Parce que quand vous êtes dans des zones de tourisme et que vous avez des cas diagnostiqués dont on fait le relais, vous voyez, donc c'est... Oui, il y a un effet sur l'économie. Et puis après, localement, c'est faire en sorte que les médecins et les vétérinaires parlent ensemble. Nous, on le fait sur la région Nouvelle-Aquitaine. On essaie de travailler ensemble. Il y a des maladies qui sont voisines. Il y a la maladie de Lyme. On a la borréliose sur le chien. Donc, ça permet de repérer les zones géographiques où il y a des tiques qui sont contaminées. Vous voyez, donc il y a plein de passerelles qui pourraient permettre de faire une cartographie précise, de renseigner et sensibiliser. Parce que toutes ces maladies, la maladie de Lyme, etc., si le diagnostic est fait précocement, on les gère bien. Si c'est fait tardivement, voire très tardivement, eh ben on a des formes chroniques qui sont une catastrophe. Donc on a besoin d'avoir ces deux approches finalement qui sont complémentaires. Ça permet d'aller vite quand on est en proximité et puis d'avoir plus de champs sur les maladies long terme et d'avoir peut-être le temps d'établir ces passerelles. Ce que dit Marc, c'est qu'il faut démontrer la pertinence à agir avec un retour sur investissement. Moi, il y a 25 ans, j'ai travaillé sur la rage, il y avait déjà 60 000 morts et on n'a effectivement pas investi. Et on nous appelait quand le tourisme baissait en Thaïlande, par exemple, parce que c'est là que j'avais travaillé. Maintenant, si on veut faire une transition vers la prévention, et là, je vais au-delà des maladies infectieuses, à nouveau, les facteurs de risque de diabète, de maladies cardiovasculaires transmises par des pesticides qui sont dans l'eau, les sujets dont on parle, le PFAS, le cadmium, les mesures à prendre au niveau sanitaire. Si on veut faire tout ça, il faut aussi démontrer de la pertinence à faire une translation des budgets de gestion de crise ou de gestion de soins vers des budgets de prévention. Mais donc, il faut faire un petit modèle à l'échelle d'un territoire qui va amener le ministère de la Santé à décider qu'il va investir dans Coxiella et qu'il ne va pas le laisser à l'agriculture. C'est vraiment, et qui va convaincre aussi les citoyens, parce que ce sont les citoyens qui décident aussi de ce dans quoi ils veulent investir sur leur territoire pour leur santé et la santé de leurs enfants. Comment on fait pour accélérer là-dessus, Anne-Cécile ? Alors,
Il y a plusieurs moyens. Moi, j'aime bien votre question tout à l'heure sur la proximité, d'être vraiment au plus près des territoires. Dans le groupe Santé-Environnement, il y a le comité d'animation des territoires qui est animé par 2 élus et qui va justement au plus près de nos élus locaux, qui sont finalement les meilleurs artisans de la mise en œuvre de nos politiques publiques. Et donc, ils vont au plus près des maires, des conseillers municipaux, et ils vont non seulement regarder les bonnes pratiques qu'il peut y avoir sur le terrain pour en avoir une contamination positive, faire remonter et diffuser, et puis c'est aussi comment ils vont porter justement des initiatives qui pourraient être dupliquées ailleurs. Ça va dans les 2 sens. Donc ça, c'est vraiment le niveau territorial où on est très, très attaché, parce qu'effectivement, c'est aussi comme ça qu'on arrivera à convaincre nos concitoyens. Convaincre. Moi, je le vois au niveau de l'Assemblée nationale ou même du Sénat. C'est pas gagné encore. C'est pas gagné. On est tous convaincus, je pense, nous qui sommes ici, qu'il faut absolument avoir une approche de prévention, qu'il faut absolument approcher même l'angle environnemental d'une manière générale par la question de la santé, parce que prendre soin de l'environnement, le premier bénéfice, c'est qu'on prend soin de notre santé. Et on le voit bien justement avec cette approche intégrée. Donc, comment on accélère ? C'est effectivement en étant au plus près de ceux qui font déjà, les élus locaux. Et puis au niveau national, on réfléchit aussi à peut-être légiférer. Alors on le fait beaucoup, mais là vraiment on essaye de le faire dans quelque chose de très concret, de pouvoir porter One Health comme une vraie politique ambitieuse. Et là, on essaye aussi de développer plusieurs outils. Vous parliez de choses concrètes. Les plans nationaux santé-environnement, c'est le 4e, on arrive au bout là, ont des actions très précises et très très concrètes sur la question du bruit, sur la question je vais reprendre l'utilisation des biocides. Enfin, il y a des choses très concrètes avec vraiment des bonnes pratiques à partager. Là, le président a annoncé une stratégie nationale. Magnifique. Eh bien, il va falloir qu'on mette dedans justement des choses concrètes qui montrent qu'effectivement, on est cohérent et à la hauteur de l'ambition qu'on a envie de porter. Et les parlementaires sont en train de travailler sur une loi One Health, justement, qui va de la nécessité de formation, d'information, parce qu'il y a vraiment ce sujet de communication. Pour embarquer tout le monde, il faut qu'on explique ce que c'est et il faut qu'on puisse convaincre nos concitoyens, mais j'insiste aussi mes collègues, parce que certains sont très éloignés de ça. Mais on a tous notre bâton de pèlerin et on le fait de manière très, très commune. Donc proximité, dialogue, désilotage, donc nouvelle approche finalement, si je vous suis bien. J'ai bien aimé tout à l'heure, vous avez parlé d'agilité, je voudrais qu'on y revienne parce que quand on parle de One Health, évidemment on regarde au niveau français, on regarde au niveau européen, mais on ne peut pas non plus ne pas regarder ce qui se passe ailleurs. Ça arrive forcément à un moment donné chez nous. Donc cette approche, il faut qu'elle soit globale. Comment on fait pour que entre le Botswana et la Nouvelle-Zélande ou la France et l'Algérie, il y ait au moins ce tronc commun ? Ça va être ça la difficulté. Tout à fait. Alors moi j'ai 2 exemples qui me viennent parce que le 9, il y a eu une réunion à l'Académie de l'OMS à Lyon, justement qui visait à faire converger les approches pédagogiques dans l'ensemble des pays, puisque l'Académie de l'OMS a un hub international. Et nous, à l'ANSES, on est partenaire de l'Institut One Health qui forme les décideurs à la question du One Health, c'est-à-dire les préfets, les directeurs d'ARS, les maires. Enfin, c'est ouvert à tous ceux qui veulent faire ça comme formation continue. Donc déjà, il y a créé un cadre pédagogique commun. Ça, c'est la première approche. Et la deuxième approche rejoint le financement. Et là, c'est le réseau des fondations et des philanthropies, puisqu'on sait très bien qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement public, notamment dans ces pays-là, pour faire face à tous les défis et que l'OMS a de moins en moins de moyens avec le retrait américain. Donc les fondations et les fondations d'origine privée réfléchissent à une mutualisation One Health qui pourrait aussi servir de catalyseur, à la condition qu'il y ait bien sûr une transparence de l'utilisation de ces fonds, d'une transparence de l'utilisation des données, tout ça en lien avec le Conseil scientifique mondial qui aujourd'hui s'appelle le One Health High Level Expert Panel de la quadripartite. Donc on veut petit à petit travailler en bilatéral et en multilatéral. Oui, ça c'est important. Je sais que c'est un point sur lequel vous insistez beaucoup, Marc. Ne pas opposer le public et le privé. La recherche doit aller dans le même sens pour la santé de tous. Oui, bien sûr. Nous notre rôle, il est simple. Compliqué, mais il est simple. C'est d'offrir des solutions vaccinales. Donc, les nouvelles maladies, on est en train de mettre un laboratoire en place au Kenya, parce qu'on voit bien qu'avec le réchauffement climatique, les déplacements, etc., vous avez des maladies qui sont en train de passer de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord, donc il faut être en avance. On met en place des plateformes
comme les plateformes ARN messager qui permettront extrêmement rapidement d'être capable en moins de 100 jours de développer un vaccin pour répondre à une problématique, parce qu'on va être aussi amené, et on aura de plus en plus des nouvelles infections qui arriveront, sur lesquelles il faudra réagir très vite, mais des infections qui, évidemment, si elles sont des zoonoses, pourront poser un problème sur l'homme, mais déjà pourront poser un problème sur l'élevage, sur les animaux domestiques, et donc il y a tout simplement un problème d'accès à des protéines animales qui jouent un rôle absolument clé. Donc nous, notre métier de base, c'est ça. Voilà. Développer ces plateformes techno, on en a mis en place, on est en train d'en enregistrer une en Europe, mettre des laboratoires, savoir exactement les virus qui circulent. On a mis à Angers une structure qu'on appelle Biogenova qui permet de suivre tous les virus et de regarder et d'essayer d'anticiper le virus de demain et comment on pourra y répondre. Voilà, donc ça, nous, notre boulot, c'est ça déjà. Vous avez parlé d'informer. Ce travail de pédagogie, il est important. Alors auprès des initiés déjà, qu'ils aient la même base de données finalement pour pouvoir travailler ensemble. Auprès du grand public aussi, c'est aussi une notion d'éducation. Il faut qu'on aborde le sujet de la santé, y compris à l'école, de manière différente. Ça fait partie des enjeux. Ah mais complètement, complètement. C'est pour ça que dans cette proposition de loi sur laquelle on travaille, il y a ces enjeux de formation, de sensibilisation à tous les niveaux, évidemment sur les différents professionnels de santé, mais bien sûr, chez les tout petits aussi, ça commence par là. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis pour répondre aussi à la question de comment on essaye de diffuser cela et d'avoir une harmonisation, parce que ça, c'est bien un sujet aussi, et c'est là où le sommet était extrêmement intéressant. On en a profité pour lancer une coalition interparlementaire, donc des parlementaires intéressés par la question du One Health et qui va nous permettre de travailler ensemble sur des sujets communs, c'est-à-dire non seulement d'essayer d'harmoniser ce qu'on a déjà fait nous dans nos pays. La France peut être assez fière sur certaines de ses lois, même si parfois c'est un petit peu long à mettre en décret, mais je ne vais pas faire de la politique. Quelques verrous réglementaires aussi parfois à lever. Non, c'est ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir justement harmoniser. On partage, pareil, au niveau des parlementaires, nos bonnes pratiques. Et puis, ça va nous donner un poids politique beaucoup plus fort, justement, parce qu'on va être de nombreux parlementaires. Aujourd'hui, on a, je ne sais plus, une vingtaine de pays, mais on l'a lancée, en fait, pendant le sommet. Donc là, elle va grossir, cette coalition, et elle va permettre, justement, de nous aider à sensibiliser chacun. Mais effectivement, le maître mot, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser. Et en plus, c'est un objet magnifique parce que ça parle à tout le monde. À partir du moment où on sort peut-être du vocabulaire qui peut être un peu irritant au départ, c'est prendre soin de la santé de vivant sous toutes ses formes. Donc ça, c'est plutôt un joli pari. Si je vous donne à chacun 30 secondes pour me dire quelle serait votre première action pour justement appuyer sur l'accélérateur, qu'est-ce que vous feriez là? J'aime bien donner des baguettes magiques comme ça pour terminer les débats parce que ça donne de l'espoir aussi. Alors, pour moi, c'est vraiment oser décloisonner et travailler avec ceux avec lesquels on n'a pas l'habitude de façon historique de travailler. En France, on a tendance effectivement à rester entre soi, dans le privé d'un côté, le public de l'autre, et de faire plutôt à la méthode anglo-saxonne teamwork, on remonte nos manches ensemble et on invente des solutions, que ce soit des solutions de financement, des projets pilotes, des territoires, et on démontre petit à petit que ça peut marcher. Aller chercher le meilleur dans chaque équipe. Marc ? C'est agir de façon pragmatique, c'est-à-dire qu'on a énormément de comités, énormément de personnes qui interviennent, il faut être sur le terrain. Il faut démontrer que ça fonctionne, donc on a par exemple pris l'engagement de montrer que sur une zone géographique, peut-être une île, on allait éradiquer de maladies, voilà, tout simplement. Anne-Cécile ? Alors, je réunis justement toutes les personnes. C'est un travail qu'on a commencé à faire, d'être vraiment dans la transversalité. Les instances qui ne s'occupent que du One Health, et on les réunit autour d'un comité interministériel. Ça, c'est pour l'année qui vient. Puis après, on verra quand on sera l'année prochaine. Mais en tout cas, d'emblée, si j'ai cette baguette magique, c'est de pouvoir faire ça, de réunir tous les acteurs qui parlent du One Health ensemble. Et on fond en fait ces structures, y compris le groupe Santé Environnement, on le fond dedans pour avoir une vraie approche transverse où chacun est en capacité de se parler, alors dans une manière structurée et évidemment organisée. Mais je pense que c'est indispensable si on veut vraiment, j'insiste, sur la question de l'ambition de notre politique publique, parce que les enjeux sont énormes en matière de prévention. Du point de vue sanitaire et économique, les deux sont intimement liés.
Voilà pour les actions et du concret. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous sur ce débat concernant le One Health.